Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Connaissez-vous la signification précise de ces mots ? Blockchain, Proof of Stake, Minté, Token. Connaissez-vous le réseau social Discord ? Non ? Eh bien vous êtes un has-been ou vous le serez bientôt. Pour briller en société et surtout enfin comprendre ces mots, je n'accueille pas aujourd'hui Maître Capello, mais Laurent Beignet, rédacteur en chef du journal gratuit 20 minutes et grand spécialiste du Web 3.0, encore un nouveau terme. Bonjour Laurent. Salut Jérôme. VCast est le podcast qui décrypte et analyse les grandes tendances médias du moment tout en regardant vers le futur. Et c'est pourquoi je voulais commencer cette nouvelle saison de VCast en vous parlant d'un omni, un objet média non identifié. Alors ça s'appelle 20 Mint et ça porte en titre Web 3.0, la France déchaînée. Peut-être l'avez-vous eu entre les mains d'ailleurs. C'est tout simplement le premier hors-série de 20 minutes consacré au Web 3.0. Et c'est un omni donc. Omni parce que c'est un journal collaboratif, tu vas nous raconter Laurent. Omni car il parle d'un sujet réservé habituellement aux pages tech des quotidiens ou magazines, ou aussi de spécialisés qui débattent de blockchain, NFT, métavers ou de crypto-monnaie même. On ne pouvait donc pas passer à côté de ce journal paru le 16 juin dernier et que vous pouvez retrouver sur le site de 20 minutes, 20minutes.fr, ni à côté de ces innovations. Alors Laurent, j'ai pas mal de questions sur ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet un peu fou ? D'où vient cette idée ? Alors l'idée de cet omni, moi j'aime beaucoup omni, faudra le garder, je le répéterai. La genèse elle est assez simple en fait. Moi je suis un passionné de Web3 et on est quelques-uns dans la rédaction de 20 minutes à s'intéresser à ces sujets. Et donc, on a lancé des premières expérimentations. En l'occurrence, Laure Baudonnet, qui est une journaliste culture, l'été dernier, il y a un peu plus d'un an, s'est mis en tête de vendre un NFT d'un numéro de 20 minutes, un numéro qui n'était jamais sorti en papier, qu'on avait publié uniquement sous forme de PDF, et on l'a vendu aux enchères au marteau, parce que c'était un petit peu l'enjeu de son expérimentation. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Donc, d'abord qu'on pouvait vendre des choses sous forme de NFT, qu'il y avait un public pour ça, et par ailleurs qu'il y avait aussi pas mal de défiance et d'incompréhension dans notre lectorat dès qu'on mettait en place un dispositif autour des NFT ou plus largement autour du Web3. Et ces interrogations, on s'est dit qu'elles méritaient qu'on se penche dessus et qu'on produise un certain nombre d'articles pour répondre aux questions que se posent nos lecteurs. Et assez vite est venue l'idée de faire un recueil ou un magazine papier avec tous ces articles. Pourquoi papier ? Parce que le papier, ça permet aussi de toucher des gens qui ne sont pas encore en train de faire des requêtes sur Google pour se poser la question, c'est quoi Minté ? C'est quoi le Web3 ? Et d'arriver dans des mains de personnes qui ne s'attendent à rien finalement, qui pensaient avoir leurs 20 minutes. On a fait ça un jeudi, le 16 juin, qui pensaient avoir un 20 minutes dans les mains et qui se retrouvent avec un 20 minutes. Mais évidemment, tu connais l'économie des médias. Monter un magazine comme ça coûte cher. Ça coûte d'autant plus cher que le papier voit son prix s'envoler depuis quelques mois. Donc, il nous fallait trouver du financement. Et puis, il nous fallait aussi trouver de l'aide. On y reviendra, je pense, ensemble. Mais parce qu'une rédac comme la nôtre, c'est 100 journalistes. C'est des journalistes qui sont curieux et qui s'intéressent à beaucoup de choses, mais qui peuvent pas être experts de tout. Et donc, on savait qu'on allait avoir besoin d'un petit peu d'aide pour trouver les bons sujets, les bons angles, la bonne manière d'aborder un certain nombre de termes techniques et ce genre de choses. Et donc, on a fait d'une pierre deux coups. On a cherché un partenaire. On a trouvé un partenaire. Il s'appelle Capsule Corp Labs. On les adore, on les salue. Ils nous ont aidés à créer 1000 NFT, et c'est 999 pour être précis. Et ces NFT, on les a vendus. Alors, on les a vendus, ils sont partis en 15 heures. On ne pensait pas qu'on les vendrait si. Et on a récolté 280 000 euros, ce qui nous a permis de financer le magazine un petit peu plus, et puis aussi de payer le partenaire. Ils ont pris la moitié de cette somme-là, puisqu'ils avaient avancé tous les frais et créé les NFT pour nous. Voilà la genèse et le début de cette aventure qui est loin de se terminer. Ah ouais, non, c'est génial. Peut-être que, on pourra y revenir un petit peu après sur les NFT, mais tu dis on a créé 999 NFT. Alors c'est justement ça, Minté d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus précisément, je ne sais pas, donner un exemple pour essayer de nous donner quelque chose de tangible, de concret pour
pour qu'on imagine ce que ça veut dire, ou pour qu'on comprenne plutôt, pardon, ce que ça veut dire? Un NFT, finalement, c'est un certificat de propriété qui pointe vers un document. Alors, en l'occurrence, ce document, c'est souvent une image. On a souvent en tête, quand on parle de NFT, le domaine de l'art, parce que ces certificats de propriété, ils ont été beaucoup utilisés dans le domaine de l'art numérique et des crypto-art pour certifier une œuvre et la différencier de toutes les copies qu'on pourrait faire, un enregistré sous, et puis hop, j'ai la même œuvre que toi, mais avec le NFT, je prouve que moi, j'en suis le propriétaire réel. Comment? Eh ben, le NFT inscrit dans une blockchain cette preuve de possession. Et puis, avantage non négligeable, tu vas pouvoir très simplement, sans passer par le notaire, faire voyager cette preuve de propriété vers un revendeur, un acheteur, je veux dire, tu vas le revendre à quelqu'un et il va devenir le propriétaire et la blockchain en attestera. Donc c'est vraiment une technologie assez simple et qui permet de faire beaucoup de choses. Nous, ce qu'on a décidé de mettre dans le NFT, c'est un visuel de machine à écrire. Alors on peut parler de la machine à écrire, moi j'adore les machines à écrire, je trouve que elle symbolise assez bien ce qui se passe avec les technos, qui était quand la machine à écrire, quand elle est sortie, c'était le chantre de la productivité, on s'en est servi pour saisir de manière stéréotypée beaucoup plus rapidement. Et puis aujourd'hui, c'est l'outil par excellence de l'écrivain hipster qui veut prendre son temps et qui sait qu'il n'a pas de touche effacée. Donc chaque mot doit être pesé avant d'arriver sur la page. Bref, une machine qui symbolise assez bien ce que sera le Web 3, c'est-à-dire une techno qui peut servir à quelque chose en 2022 et servir à son contraire en 2030. C'est un outil et par définition, c'est ce qu'on en fera qui importe. Voilà ce que nous, on a mis sur le visuel, mais finalement, le visuel, ça aurait pu être des petits chats, ça changeait pas grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est l'utilité qu'il va y avoir derrière. Et l'utilité de ce NFT, chez nous, c'était de participer à un comité de rédaction élargi. Donc, c'était d'avoir la carte de membre, finalement, de la rédac de 20 Mint et d'écrire avec les journalistes ou de réfléchir avec les journalistes à ce qu'allait être ce magazine au moment où il était encore qu'un projet. Donc, ils ont financé, ils nous ont donné l'argent pour faire le magazine et en plus, ils nous ont rejoints pour le réaliser avec nous et c'était une aventure absolument dingue. Et on reste là sur cet Omni. Tu parles justement de l'aspect participatif de ce projet. Du coup, qui a écrit ? Tu m'avais parlé que tu animais du coup une communauté sur Discord. Tiens, tu nous donneras rapidement, tu nous expliqueras ce que c'est Discord. Voilà, ça c'est aussi une grande innovation de votre part, c'est-à-dire d'avoir fait un journal participatif avec des contributions extérieures, des gens qui ne sont pas, si j'ai bien compris, journalistes de 20 minutes. Raconte-nous un petit peu la partie vraiment en rédaction, ce que tu as piloté toi. Ouais, et c'est là où j'ai appris le plus de choses et c'est là où je me suis un petit peu perdu au sens positif du terme. Je me suis égaré avec grand plaisir dans cette communauté et dans les méandres de notre serveur Discord. Donc c'est un service de messagerie un petit peu organisé qui a pris son essor autour du gaming et qui a été utilisé notamment pour ça, mais qui aujourd'hui peut servir à bien des choses. Il faut imaginer tout simplement un forum bien structuré et qui permette de suivre des conversations dans des canaux qu'on appelle des chans où on leur donne un thème à ces canaux et puis chacun vient contribuer quand il le souhaite au débat. Pour nous, c'est très intéressant parce que ça permettait de faire se dérouler la conférence de rédaction de manière asynchrone. On n'était pas obligé de donner rendez-vous à tout le monde le mardi à 19h en leur disant « Bon, allez, c'est parti, les gars. » Chacun a une vie. Chacun n'est pas forcément sur le même fuseau horaire, donc c'était très complexe. Donc, le Discord permettait ces discussions un petit peu diluées dans le temps et nous permettait aussi, nous, de faire d'autres choses en même temps, puisque je suis un des rédacteurs en chef de 20 minutes et que personne n'était à 100% sur ce projet. Donc, évidemment, on venait souvent les soirs regarder un petit peu sur le Discord comment tout ça avançait. Et puis, il y a un autre avantage avec le Discord, c'est pas vraiment Discord en tant que tel, mais c'est un petit bot qu'on rajoute au Discord qui permettait de vérifier que la personne qui se connectait avait dans son wallet, donc là où on range ses crypto-monnaies ou ses NFT, le fameux NFT de 20 minutes. Donc ça lui donnait accès, cette carte, très concrètement, à un canal que seul lui pouvait découvrir. Si vous n'aviez pas le NFT dans votre wallet, vous ne pouviez pas rentrer dans ce canal-là. Je le mets au passé, mais c'est toujours le cas. On a toujours des salles réservées sur ce Discord de gens qui détiennent le NFT. Et c'est là que s'est passé l'essentiel de la démarche journalistique, puisqu'on voulait avant tout s'adresser aux personnes qui nous avaient fait l'amitié de nous soutenir dès le début de ce projet ou qui nous avaient rejoints en cours de route, puisque je vous l'ai dit, un NFT, ça peut se revendre. Donc, il y a une place de marché où on peut les racheter des machines
machine à écrire à des personnes qui veulent s'en séparer. Ça s'appelle OpenSea. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, j'en profite, petite publicité interne, vous pouvez encore rejoindre l'aventure. Ça vaut largement la peine. Et donc, du coup, qui a écrit concrètement ? Parce que c'est bien beau de participer, j'imagine, proposer des sujets, de dire, voilà, de faire cette conférence de rédaction un peu asynchrone, mais voilà, au final, ce journal qui est quand même, il fait combien de pages ? Plus de 30 pages ? Il fait 24 pages. Non, ouais. 24 pages, mais il y a quasiment pas de pub, donc c'est un très gros journal. Exactement. Ouais. Du coup, voilà, qui concrètement a fait le boulot, quoi ? Il fallait bien les écrire, ces articles. Ouais, exactement. Et moi, j'étais un peu, j'étais sur le frein à main, quoi. Je me suis dit, bon, bah non, on va pas faire écrire des articles à qui que ce soit d'autre que des journalistes. D'abord, c'est un métier, hein, c'est pas si simple que ça. Même si on n'envoie pas des fusées sur Mars, il y a quand même un peu de technique. Et puis, il y a responsabilité. Et puis, il y a un savoir-faire aussi dans le dialogue avec notre lectorat spécifiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement journaliste. On est, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis depuis 18 ans journaliste chez 20 minutes et on apprend petit à petit à discuter avec ce lectorat bien spécifique. Donc, j'imaginais pas une seule seconde céder la plume. Et j'en faisais une affaire de principe. Et puis, on a discuté, et la communauté était OK avec ça. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que sur certains sujets, en fait, le boulot qui était accompli et qui était un boulot collaboratif était irremplaçable finalement. Alors c'est par exemple le cas des lexiques. On a un certain nombre de termes, de jargon dans le Web3 et comme dans toute spécialité, si on veut se comprendre les uns les autres, il faut qu'on ait le vocabulaire adéquat. Donc il fallait expliquer ce jargon. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour expliquer le jargon que de confier à une foule restreinte, une centaine de personnes qui a participé à cet aspect-là, le soin de trouver la meilleure définition possible de chaque terme. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes, étant des passionnés de Web3 ou en tout cas des utilisateurs de Web3, ont dû s'approprier la signification de ces termes et souvent aussi les expliquer à leurs proches parce quand on sait que vous êtes collectionneur de NFT, acheteur de crypto-monnaies, on vous pose souvent pas mal de questions. Donc, vous êtes un habitué de ce process qu'on appelle l'onboarding, qui est en fait le fait de rentrer dans cette techno. Et voilà. De faire monter à bord de... Exactement. D'accord. Donc, donc, ils ont participé. Il y en a qui ont écrit. Il y a également la rédaction du coup de 20 minutes qui a participé, j'imagine. Toi, tu as signé des papiers. Bien sûr, ouais. 90% c'est la rédaction de 20 minutes ou 80% c'est difficile à quantifier. Parce qu'il y a par exemple, j'ai rédigé une interview, mais l'interview elle s'est déroulée sur Twitch. On a créé une émission Twitch spécifique pour le Web3 qui marche toujours très bien, qui s'appelle 20 minutes au carré et qui est aussi un endroit assez sympa pour réaliser des choses avec la communauté. Par exemple, on a réalisé l'interview de John Karp, qui est le plus grand spécialiste français des NFT, sous cette forme collaborative. Ce sont les viewers qui posaient des questions à John Karp et puis moi j'étais le sténo de cet entretien et je l'ai restitué sous forme d'une pleine page dans le journal 20 minutes du 16 juin. Voilà. Donc c'est aussi ça. On ne sait pas exactement qui a écrit quoi quand c'est aussi imbriqué, mais voilà, c'est ça un journal collaboratif tel qu'on l'imagine. Super intéressant aussi ce que tu viens de dire là incidemment. Donc vous avez une chaîne sur Twitch. J'ai découvert qu'elle se décline aussi en podcast, c'est-à-dire que les émissions sont reprises, découpées, si j'ai bien compris, et reprises en format podcast disponible sur toutes les plateformes. Donc en fait, ce qui est intéressant dans dans cet omni-là, mais aussi dans ce qui se passe en ce moment, c'est que ça rebat les cartes de plein de choses qui existent les unes à côté des autres et ça permet peut-être de les mélanger. On sait, voilà, Twitch, les gens commencent à connaître globalement ce que c'est très assimilé au jeu, mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de chat, enfin beaucoup de comment dirais-je, d'émissions en fait, un peu plus de débats, de talk, voilà. Le podcast continue d'exploser et continue de rayonner, voilà, et tout ça se répond. On est aussi capable de créer un journal qui est un journal papier, tu l'as raconté, qui est aussi évidemment qu'on peut retrouver sur internet, qu'on peut télécharger en PDF, mais il y a aussi un site qui est dédié à 20 minutes. Bref, voilà, je trouve que c'est aussi tout ça qui fait l'intérêt de ce que vous avez fait. On essaye, on expérimente plein de médias et d'outils nouveaux. Voilà, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Et le côté participatif, c'est tellement ce qui se passe aussi en ce moment. C'est intéressant, et ce qui me rassure quand même, mais d'ailleurs ça se voit quand on lit le journal, c'est effectivement que la rédaction a gardé quand même la main là-dessus. Quand je dis ça me rassure, c'est parce que
Je pense souvent à la chanson d'Orelsan qui explique que toutes les paroles se valent et que le moindre gamin qui tweet va être repris par les chaînes info. Voilà, en fait, c'est aussi un gage de qualité. C'est toute la qualité de ce que vous avez fait. Petite question. Donc, s'il y a un partenaire, tu nous as dit, financier, il y a quand même une quatrième de couve, enfin, il y a la quatrième qui est par Orange, je crois. Quelle place et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi pas avoir essayé de commercialiser l'ensemble du journal comme vous pouvez le faire au quotidien? Ah, mais on a essayé. Pour nous, c'était assez clair dès le début, c'est-à-dire 20 minutes. Sa mission première, c'est d'informer en temps réel sur l'ensemble des sujets qui composent l'actualité, et on ne pouvait pas se permettre d'investir trop d'argent dans ce projet, parce que on a une mission au quotidien et qu'on doit l'accomplir avec des moyens limités. Donc, dès le début, il fallait trouver les moyens d'équilibrer le projet. Et on a vendu les NFT pour ça, en se disant ça nous donnera l'assurance qu'on peut sortir ce magazine, que les annonceurs soient là ou non. Parce qu'en l'occurrence, moi, ça fait quand même quelques années que je monte des cahiers, des dossiers spéciaux. Je sais que le temps de l'annonce, le temps de la communication payée n'est pas nécessairement celui de l'information sur des sujets comme ceux-là, où il s'agit d'alimenter un débat public en amont, finalement, des usages réels. Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent se poser la question de ce que pourrait être le Web3 avant qu'il soit le Web3 finalement. C'est important qu'il y ait ce travail de société finalement en amont. Et on ne va pas demander à des annonceurs de financer ça. En tout cas, s'ils se sentent intéressés par ces sujets-là, ils étaient les bienvenus. Et évidemment, la régie leur a proposé des emplacements. Mais on pressentait que ça allait pas être encore un sujet sur lequel les uns les autres veulent s'associer. Alors on a eu effectivement la chance d'avoir Ledger qui nous a rejoint et ça a été déterminant pour nous. Ils ont été des soutiens très forts du projet. Ça peut sembler plus légitime, puisque pour ceux qui connaissent pas Ledger, ils vendent des crypto-wallets sous forme de matériel. C'est une sorte de clé USB qui sécurise les actifs, notamment les NFT, mais aussi les crypto-monnaies. Et ils font plein d'autres choses. J'espère qu'ils m'en voudront pas de réduire ça, mais en tout cas, c'était plus évident peut-être pour eux de venir sur un sujet comme celui-ci. Et Orange aussi, qui est dans un univers plutôt connexe. Mais voilà, pour le reste, on savait que ça allait être assez compliqué d'avoir de la pub autour de ces sujets. Mais on a l'espoir que dès le numéro 2, les annonceurs viennent nous rejoindre, parce que ça permettra aussi d'étoffer le magazine, de lui donner plus encore de place. On a quand même imprimé 800 000 exemplaires du journal, donc c'est un investissement conséquent pour l'entreprise. Et avec la somme levée, on va pas pouvoir en imprimer énormément. Donc on compte tout simplement sur notre modèle classique à 20 minutes qu'on adore et qu'on a envie de prolonger le plus longtemps possible, qui est celui de la recette publicitaire. Ouais, et du gratuit. Finalement, si tu devais faire un bilan de cette expérience et du journal en lui-même. Ah oui, moi je suis un journaliste de quotidien, donc j'ai plutôt l'habitude de passer juste une nuit éventuellement à ressasser mes erreurs, à me dire dès le lendemain on peut refaire mieux. Là, effectivement, le prochain numéro il va arriver à l'automne, donc on a un peu de temps pour réfléchir à tout ce qu'on aurait pu mieux faire. Moi, il y a 2 axes que j'ai envie d'explorer un peu plus loin, de pousser un peu plus loin, pardon. C'est d'une part la décentralisation, parce que c'est l'esprit du Web3. On a associé la communauté assez largement à l'élaboration de ce journal. Je cherche à l'associer plus encore sur le numéro 2, à voir comment on peut bosser les uns avec les autres sans pour autant créer du travail gratuit. L'objectif n'est pas de remplacer des journalistes rémunérés par des volontaires bien intentionnés. Qui auront payé en plus puisqu'ils ont racheté le NFT. Par ailleurs, ouais. Mais simplement de manière à ce que le magazine reflète plus encore ce travail assez horizontal qu'on a initié avec les détenteurs du NFT. Donc ça, c'est un axe. Et puis le deuxième axe, il est né aussi de la distribution. Moi, j'ai eu la chance d'aller distribuer, je l'ai très peu fait dans ma vie, d'aller distribuer le journal dans la rue, c'est notre modèle de distribution. Et j'ai pu voir aussi un certain nombre de choses sur les premiers lecteurs. Il y a des gens qui prennent le journal et puis qui s'installent sur un banc à côté et qui le lisent parce qu'ils étaient là en attente de quelqu'un, par exemple. Et donc de voir aussi un peu ces premiers retours, qui sont souvent plus francs que ceux qui m'arrivent par la voie classique, puisqu'en principe les gens sont gentils, donc me disent plutôt des choses agréables à entendre. Là, j'ai pu constater que ça peut être encore un peu pointu
pour un certain nombre de personnes que d'avoir 24 pages, 22 si on enlève les 2 pages de pub consacrées au Web3 et consacrées vraiment à de la vulgarisation autour de l'innovation technologique. Il y a des gens qui sont encore très éloignés de ces sujets-là. Et je dis encore, mais je peux même l'enlever, il y a des gens qui sont par intention très éloignés de ces sujets-là. Et je trouve ça très bien. Tout le monde ne va pas se passionner pour ces sujets-là. En revanche, je pense qu'il est important que tout le monde ait conscience que les nouvelles technologies qui émergent vont bouleverser notre quotidien, qu'on s'y intéresse ou non, qu'on soit d'accord ou pas. Et moi, j'ai 42 ans, j'ai vécu à 20 minutes l'émergence du Web 2, les promesses portées par les outils, des plateformes, du collaboratif, et j'étais à peu près aussi excité à cette époque que je le suis aujourd'hui par toutes ces possibilités. Et puis, le scénario qui s'écrit n'est pas celui que j'avais envisagé, mais notamment parce que collectivement, on a fait le choix d'un certain nombre d'acteurs majeurs qui nous ont offert des services bien pratiques contre nos données, qui sont devenus tellement puissants que c'était impossible finalement de monter un service concurrent plus vertueux. Bref. Chacun met les noms qu'il veut derrière tout ça. J'ai pas d'ennemis personnels là-dedans, mais je me dis que le Web3, c'est l'occasion rêvée de rebattre un certain nombre de cartes. Que la blockchain permet de créer des services désintermédiés, décentralisés, qui seront potentiellement moins gourmands, qui capteront moins de valeur, qui redonneront la valeur aux créateurs de contenu. Tout ça, c'est en tout cas possible théoriquement. Il faudra voir ce que nous, collectivement, comme utilisateurs d'Internet, on en fait. Et pour ça, j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui aient un avis sur la question et participent au débat. C'était simplement ça, nous, notre idée. Et quand je referme le numéro 1 du magazine, je me dis que ce combat-là, il va durer des mois et qu'il va falloir faire bien d'autres magazines sous l'étiquette 20 Mint, mais aussi sous toutes les étiquettes de nos confrères. Il faut qu'on se mette tous à apporter du sens à cette révolution en cours et à donner envie aux uns aux autres de s'en emparer, quoi. Oui, c'est la force de 20 minutes, hein, c'est la distribution extrêmement large qui permet effectivement de toucher des gens qui vont pas être touchés, comme je le disais au début de ce podcast, par les pages spécialisées des journaux ou des sites. Bon, tu as commencé un petit peu à en parler doucement, on y arrive, mais c'est quand même le sujet de ce hors-série. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le Web3 ? Bon, déjà, encore faudrait-il savoir qu'il y en a eu 2 avant, hein, mais on avait dit Web 2, bon, ok. Mais en tout cas, voilà, nous expliquer ce que c'est, et je vais faire juste une petite citation que j'ai trouvée dans 20 Mint. L'architecture du Web 3, alors c'est 3.0 ou 3, bon voilà. L'architecture du Web 3 n'est pas inventée et tout reste à faire. Ah bon, bah alors on parle de quoi si rien n'est inventé ? Mais tu as raison de me mettre ça dans les dents parce que on en a conscience. En fait, c'est aussi la faiblesse des catégories. On va mettre une étiquette Web3 sur des inventions disparates. On met pas tous les mêmes inventions sous ce label-là. On pourra peut-être parler tout à l'heure du métavers et de est-ce que le métavers est nécessairement associé au Web3 ou pas. Et puis là, on a cette discussion en 2022, mais si on l'avait eu en 2021 ou en 2020, il y avait d'autres conceptions de ce qu'était le Web3. Donc, il faut d'abord avancer de manière humble sur ce chemin-là. Moi, je vais donner une définition personnelle, ou en tout cas, je vais le délimiter de manière personnelle et chacun se fera son avis sur la question. Pour moi, c'est l'ensemble des innovations technologiques portées par l'irruption des blockchains dans nos parcours numériques. Voilà. Donc la blockchain, pour moi, c'est l'élément déclencheur d'une nouvelle ère. Alors d'une itération, pas nécessairement, et c'est vrai que ce terme de Web 3 laisse entendre que c'est, voilà, il y avait un Web 1, il y a eu un Web 2.0, il y aura un Web 3, et puis c'est inévitable. Moi, je pense que c'est des réalités qui vont se superposer, qu'il y aura une sphère Web 3 qui cohabitera avec la sphère Web 2 sans trop de problèmes. Je pense qu'en revanche, on arrivera assez vite à comprendre les uns les autres ce qui est de la logique du Web 3 et ce qui est de la logique du Web 2 en analysant notre parcours numérique. Grosso modo, pour moi, l'élément central dans tout ça, étant la blockchain, c'est le wallet,
la connexion par le wallet à un certain nombre de services, de sites, elle vient faire beaucoup de différences dans nos parcours numériques et elle justifie à elle seule qu'on ne parle plus de la même chose quand on parle du Web3. C'est pas la même chose de se connecter avec son wallet que de se connecter avec un Facebook Connect et un Google Connect. Et c'est pas la même chose d'inscrire un certain nombre d'informations sur la blockchain et de les inscrire dans les registres centralisés d'un acteur Web 2 ou Web 1. Et ça peut sembler assez technique. Et ça demande finalement simplement d'être expérimenté et d'aller un petit peu sur les usages possibles avec ces nouvelles technologies pour comprendre en quoi le Web3 change profondément la donne ou peut changer profondément la donne. Et pour répondre à cette remarque sur l'architecture, c'est que effectivement les outils existent et la blockchain, on parle d'une technologie qui a été théorisée il y a déjà pas mal de temps et mise en pratique depuis fin 2008, début 2009. Donc c'est quand même une technologie qui reste assez mûre finalement. C'est pas parce que les outils existent que les usages seront nécessairement ceux qu'on imagine aujourd'hui. Et c'est pas parce que la blockchain permet un web plus décentralisé, des intermédiaires transparents, plus sécurisé, qui réintroduit la notion de propriété numérique ou qui l'introduit, que tout ça donnera lieu à des grands changements dans nos quotidiens numériques. Moi, j'en suis convaincu, mais l'avenir nous le dira. Tu as parlé de blockchain, c'est toujours bien de rappeler ce que c'est, mais pour rappeler ce que c'est un peu comme le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est concrètement, donc c'est quoi ? C'est sur des serveurs, c'est un programme informatique, c'est une application, c'est un site, c'est quoi la blockchain ? Quand on parle de blockchain, c'est quoi ? C'est un registre distribué. Alors il y a un technicien t'expliquerait ça de manière plus précise. Moi, j'ai plutôt l'habitude de l'expliquer à des gens qui veulent juste comprendre un petit peu ce que ça change. Et c'est imagine un registre donc dans lequel tu notes par exemple des transactions financières. Au lieu de placer ce registre chez un acteur de confiance, par exemple une banque, et de dire c'est la banque qui vérifie que tu devais 12 à Jean et tu lui as donné 12 et donc je les retranche de ton compte. On va distribuer ce registre auprès d'une grande centaines, de milliers de validateurs qui vont chacun tenir leur registre et les comparer à intervalles réguliers. Et puis évidemment, s'il y a un registre qui est présent sur énormément d'ordinateurs et qui est différent sur 1 ou 2 ou 3 ordinateurs, on saura lequel est le bon et lesquels sont faux. Et ça permet tout simplement de se passer d'un tiers de confiance. Ça permet de se dire, dans ce cas, pourquoi avoir institué, donner des pouvoirs à une banque, qui sais-je, pour dire oui, ça c'est le bon registre et le reste c'est faux. Et donc ça permet d'envisager un fonctionnement de pair à pair pour des pans entiers de l'activité numérique. Ok, alors c'est qui sont ces validateurs là ? Ce sont des gens qui ont un intérêt financier notamment. À la base, ils avaient un intérêt intellectuel à aller sur ces technologies-là. Ils ont aujourd'hui un intérêt financier concret à valider le registre puisque ils vont toucher. On va pas rentrer dans les détails des rémunérations. Chaque protocole a sa logique, mais en tout cas, ils vont toucher de l'argent sous le principe des crypto-monnaies pour les récompenser d'avoir tenu le registre à jour. D'accord. Mais en même temps, on rémunère notre banque. Donc finalement, c'est un peu la même logique finalement. On rémunère notre banque, alors on pourrait parler de paiement, on rémunère plein d'acteurs et pas uniquement notre banque dans cette logique-là, mais eux, ils tiennent un registre qui, donc je l'ai présenté comme un registre de type comptable parce que c'est le premier usage avec Bitcoin, donc fin 2008, début 2009. Mais aujourd'hui, les blockchains permettent aussi d'exécuter des petits programmes, ce qu'on appelle des smart contracts, une sorte de distributeur automatique de nouvelle génération qu'on place dans la blockchain, et donc en activant ces contrats, on obtient de manière irrévocable une action. Dit comme ça semble assez technique, mais en fait, c'est là aussi se priver de la question de est-ce que je fais confiance à tel ou tel organisme pour me donner telle chose. Si je lui donne 10 €, est-ce qu'il va bien me donner mon NFT ? Là, c'est un smart contract qui le régit, il est révocable, il est auditable, vous pouvez aller vérifier que tout est codé de la bonne manière si vous avez les compétences pour le faire, et vous allez obtenir en bout de chaîne ce qui était prévu, comme avec un bon vieux distributeur automatique, une pièce, une canette, et c'est parti. Et ces distributeurs sont de plus en plus raffinés. On peut imaginer du coup des usages pour beaucoup de secteurs de l'économie.
Il y a une notion qui est hyper importante et qui pose beaucoup de questions en ce moment, c'est la question de la donnée. On comprend bien que c'est un élément clé d'ailleurs de nos métiers. Alors, des métiers dits de l'agence média et pour les annonceurs, hein, pour aller toucher des cibles. Et la donnée version Web3, du coup, ça donne quoi? Parce que c'est intéressant parce que évidemment nous on se pose tous la question de ce que va changer le Web3 en termes de données. Ce qu'on sait, c'est que je te le disais tout à l'heure, le fait de se connecter avec son portefeuille plutôt que de se connecter avec Google ou Facebook, comme c'est le cas de plus en plus souvent dans nos parcours numériques, ça change un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les données ne sont plus chez Google ou chez Facebook, mais elles sont dans notre portefeuille, on les garde et on peut choisir de manière très active de les partager de manière granulaire avec tel ou tel site parce qu'on a besoin du service qui nous propose en retour de cette donnée ou parce que ce service a absolument besoin de savoir par exemple l'âge qu'on a, mais pas nécessairement besoin de savoir qu'on a envie d'acheter une voiture dans les 6 mois. C'est un usage assez simple et c'est celui qui est toujours pris en exemple. Après, très concrètement, savoir ce que ça va changer, aujourd'hui, c'est faire des projections. On n'a pas exactement de certitude sur ce que ça va changer. Il y a pas mal de fantasmes. Il y a pas mal de fantasmes sur ce que ça peut rapporter de gérer soi-même ces données. C'est de dire, si maintenant elles sont plus la propriété de Google, mais si elles sont la mienne, moi je vais les vendre et je vais les monnayer très cher. Il y a pas mal de gens qui nous mettent en garde sur le fait que non, ça sera pas si lucratif qu'on imagine, parce que c'est pas forcément. Et tu connais ça mieux que moi. La donnée seule, elle n'a pas une valeur folle. Donc il y a déjà cet aspect-là, et puis il y a l'aspect de la gestion aussi. Est-ce qu'on acceptera de gérer de manière fine nos données, hein? Nous, on a les uns les autres l'expérience du accept all qu'on clique de manière plus ou moins voilà, ou tout refuser. Mais c'est quand même très très rare d'aller dans la finesse des réglages. A contrario, ce qu'on me dit et ce que j'entends aussi, c'est que quand on télécharge une nouvelle application sur son smartphone et qui nous demande si on veut l'autoriser à accéder à notre micro, à notre géolocalisation, à nos photos, et bien là, on sait très simplement si on doit dire oui ou non, parce qu'on envisage l'utilité qu'ils pourront en avoir. Il n'y a pas trop de raison que je partage mes photos avec une application de géolocalisation. Et en tout cas, sauf si je veux aller mettre un témoignage photo sur tel lieu que je viens de visiter. Mais donc, c'est quelque chose finalement qu'on a les uns les autres appris de manière simple. Donc peut-être qu'on va gérer notre consentement de manière fine. On verra. C'est ça, en fait, on se réapproprie nos données, en fait, on se réapproprie tout ce qui nous constitue et qui peut intéresser éventuellement quelqu'un, et surtout, on va le rendre de façon complètement anonyme, en fait. En ce moment, il y a beaucoup de choses autour, on parle beaucoup des cookies, d'un monde sans cookies, etc. Mais finalement, ça règle complètement le problème, puisque justement, tout ça est anonymisé. Tu parlais tout à l'heure de la blockchain, des NFT, etc. En fait, c'est ça, on n'a pas besoin de savoir que c'est moi qui le possède. Moi, je suis un élément anonyme, si je puis dire, en fait. Mais unique, quoi. Je suis un code unique, quoi. Ouais, complètement. Mais à contrario, on a aussi besoin de relations clients. On a aussi besoin de pouvoir se réadresser à des gens qui sont venus une première fois au contact de notre opération, et donc se pose aussi la question de comment, dans un monde sans données personnelles, comment gérer ce lien de manière bilatérale, et que ce soit pas uniquement toujours le consommateur ou le lecteur qui doit faire l'effort de venir voir chez nous s'il y a du nouveau le concernant. Je te prends un exemple très simple. Je te disais tout à l'heure que Ledger nous avait aidé. Ils ont caché 10 clés Ledger dans des NFT chez nous. Et quiconque achetait un NFT du programme 20 Mint pouvait découvrir un Ledger sur son NFT. Donc, ça arrivait à 10 personnes, dont moi, puisque j'ai acheté des machines. Et il fallait ensuite réclamer son Ledger, et il fallait qu'on puisse l'envoyer. Et il faut bien une adresse pour l'envoyer. Et cette adresse, nous, on n'en voulait pas, puisqu'on veut pas de données sur nos lecteurs. On veut surtout pas savoir où ils habitent. Et en même temps, il fallait pouvoir leur adresser des choses. Donc, on a trouvé un partenaire, Tropi, qui nous a aidé à faire ça. Mais c'est des nouvelles problématiques. Et c'est ce qui est génial avec ce projet. Mais vous avez fait comment concrètement? On a déporté le problème vers quelqu'un d'autre, donc c'est pas complètement satisfaisant. Ah oui, c'est ça. Vous avez pris un tiers de confiance, mais qui s'engage à faire un certain nombre de choses. Ouais. Mais c'est pas encore complètement
satisfaisant pour nous et donc on doit collectivement trouver des solutions pour garder un lien avec les gens qui nous soutiennent ou qui auraient finalement un intérêt à ce qu'on les tienne au courant de l'avancée du projet, mais ne pas leur voler quelques data que ce soit, ou ne pas même, moi j'ai envie de même pas connaître de données sur eux. Donc sur le Discord, on essaye, par exemple, là on est dans les eaux creuses du projet, on s'est donné l'été pour souffler un petit peu, mais il faut garder le lien avec le Discord, parce que si les gens n'ont plus l'habitude de venir sur le Discord parce qu'il ne s'y passe rien, comment reviendront-ils le jour où il faut qu'on leur propose la suite de l'aventure? Donc voilà, c'est des enjeux qu'on va affronter collectivement. C'est très proche finalement mais c'est très proche de ce que tu fais, ce que vous faites chez 20 minutes et puis chez vos confrères, de garder ses lecteurs, enfin voilà, oui, votre périodicité elle est celle-là, mais il y a des magazines qui ont des périodicités plus longues ou plus courtes, je sais jamais dans quel sens faut le dire, et qui quand même ont un public fidèle de gens et qui ont des abonnés. C'est pas pour rien que les médias cherchent à avoir des abonnés. Ben voilà, c'est pareil. Et comment on tient l'attention, voilà, c'est toute une question. Bonne chance sur le Discord, mais en tout cas, je pense que le projet en vaut suffisamment la peine pour que les gens restent fidèles. J'espère, on va voir. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien, mais on va voir à la rentrée. C'est toujours, il faut être toujours prudent, et puis il faut savoir, rien n'est acquis en particulier dans un monde où on peut vendre son adhésion, on peut la revendre à tout moment. Ça, c'est un nouvel indicateur qu'on doit surveiller, qui est hyper intéressant aussi. C'est ce qu'on appelle le floor price, donc le prix le plus bas, le prix plancher auquel on peut accéder à acheter ce fameux NFT. Et en fait, il est fonction de l'offre et de la demande, évidemment. Donc, si il y a pas mal de personnes qui n'ont plus envie d'être dans ce projet, ils vont baisser le prix auquel ils acceptent de céder leur machine à écrire. Ce sera un indicateur assez fort de leur intérêt ou pas pour le projet. Donc, on a aussi un œil là-dessus. On essaye d'avancer comme ça en s'assurant que la communauté est toujours en phase avec ce qu'on propose. Encore 2 petites questions, Laurent, si tu veux bien. Vous avez fait appel, et tu en as parlé tout à l'heure, à un partenaire qui s'appelle Capsule Corp. Tiens, d'ailleurs, je viens de réaliser, Capsule Corp, c'est le nom dans Dragon Ball. Exactement. Okay. Oui. Je viens de réaliser, en fait, en le lisant. Ils sont installés à Biarritz et ils ont créé une capsule temporelle. Du coup, je comprends bien mieux pourquoi, sous forme de NFT. Finalement, ça ouvre des perspectives assez concrètes. Tu peux nous raconter ce que c'est, et puis ça donne un très bon exemple, en fait, de ce que c'est que tout ce monde-là, les NFT, etc. Alors, c'est Ternoa qui est derrière tout ça, qui est le nom de la blockchain en question, sur laquelle se déploient ces capsules temporelles. Et leur raison d'être, c'est la transmission, puisque ça va être un enjeu aussi hyper important de nos vies numériques. On le sait, on a déjà ce problème-là aujourd'hui, transmettre de l'information, de son vivant d'ailleurs, évidemment, mais ça c'est plus simple, ou à sa mort, par exemple. C'est un élément hyper important. Et puis, au-delà même des éléments de vie, qu'on soit vivant ou mort, on peut avoir des moments, des choses à transmettre à une date bien précise, en fonction d'un événement bien précis. Et ça, dans la blockchain, ça peut se paramétrer, en tout cas dans celle que monte Ternoa, ça peut se paramétrer en fonction d'événements extérieurs, la blockchain peut aller vérifier sur les API, donc les registres ouverts des différentes administrations, que vous êtes toujours en vie. Et puis si vous apparaissez comme mort, eh bien voilà, votre capsule va être transmise à la personne ou au wallet plus exactement, que vous avez désigné comme étant votre légataire. Il va recevoir un message, ça peut être une vidéo, ça peut être évidemment, ça peut être d'autres choses, ça peut être des codes, ça peut être sans doute des sous, j'en sais rien, mais ça peut être des codes pour gérer son compte Facebook, par exemple, ou ce genre de choses. Et tout ça, c'est assez innovant. Moi, je les ai découverts par la force de ce discours-là, quoi. C'est quand j'ai lu et entendu des interviews sur ce sujet, notamment de Michael Canu, qui est un des fondateurs de Ternoa. Je me suis immédiatement projeté dans cet univers en me disant, voilà, encore une chose pour laquelle la blockchain peut apporter des trucs assez dingues. Lui, il imagine une sorte d'environnement virtuel, un monde virtuel, une maison virtuelle qui serait qu'on composerait de notre vivant et de choses qui nous semblent importantes dans nos vies. Par exemple, au mur, on va accrocher des photos qui nous rappellent tel ou tel moment de notre vie. On va faire jouer sur une radio la musique qu'on adore. On va mettre des vidéos qui tournent dans une télé virtuelle, voilà. Et puis un jour, on va transmettre cette chambre à nos successeurs, à nos descendants.
eux-mêmes vont construire la leur à côté, ils y mettront leurs propres items. Et puis petit à petit, c'est plus des chambres qu'on va transmettre, mais c'est des maisons et on pourra les uns les autres, puisque la technologie aura progressé, voyager et se promener dans ces maisons virtuelles et ouvrir les pièces de nos aïeux et découvrir quelle était leur vie, quelles étaient leurs émotions. Et ça, je trouve l'image ultra puissante. Évidemment, je la vivrai pas en tant que telle, mais c'est pour plus tard. Mais de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui montent des projets, certes avec des noms de manga, mais qui en même temps ont un imaginaire aussi puissant et nous projettent dans choses aussi intimes que la transmission d'informations à ses descendants, je trouve ça assez magique. Et moi, ça m'a donné envie de bosser avec eux immédiatement. C'est très beau et ça nous emmène parfaitement sur le sujet des métavers. Pour les auditeurs fidèles de VCast, vous avez déjà entendu un épisode de VCast sur les métavers. Tu peux nous faire ce lien. Quel est le lien finalement? Alors ça, je pense, ça mériterait un podcast à part entière. L'exercice est de le faire en quelques minutes. Voilà, le lien effectivement entre les métavers et le Web 3. Les spécialistes disent que tous les métavers, ce qu'on appelle métavers, ne sont pas Web 3. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et surtout, en fait, ça va bien avec ta maison virtuelle, je trouve, parce que du coup, on a des images mentales de ça. Alors, c'est un peu moins, c'est un peu plus joli, un peu plus coloré qu'une blockchain telle qu'on peut l'imaginer, espèce de programme informatique, parce que du coup, ça serait une espèce de réalisation virtuelle dans laquelle on pourrait se promener. Est-ce que ça marche cet exemple du coup? C'est pas mal cet exemple. Mais pour moi, le métaverse, c'est un peu comme le Web 3. Je pense qu'il y a pas mal de définitions et qu'elles ne sont pas figées. Moi, je parle d'un métavers qui est un concept intellectuel qui serait la réunion de mondes virtuels. Un peu comme Internet est la réunion de sites Internet à l'intérieur desquels il peut y avoir des soucis, des rubriques, ce genre de choses. Et du coup, ce que j'imagine être le métavers, c'est une sorte de passerelle permanente entre des mondes qui peuvent être, pour certains, des mondes virtuels dédiés aux jeux, pour d'autres, des mondes virtuels dédiés aux relations sociales, d'autres dédiés au travail, et ainsi de suite. Et la question de la réunion de ces différents mondes virtuels, qui pour certains existent déjà. Pour moi, j'inclus Roblox, j'inclus Fortnite, j'inclus évidemment Decentraland dans ces mondes virtuels. Ils existent. En revanche, c'est très compliqué de naviguer de l'un à l'autre. C'est même impossible. Est-ce que le Web 3 permettra la navigation entre ces mondes? En tout cas, on imagine aujourd'hui que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les possibilités offertes par la blockchain en matière d'inscription de la propriété dans des registres que chacun reconnaît, on peut imaginer passer un objet, en tout cas la reconnaissance qu'on est propriétaire d'un objet, d'un monde virtuel à un autre. Reste à savoir comment traduire dans Roblox une cape qu'on a gagnée un wearable qu'on a gagné dans Decentraland. À chaque monde virtuel, sa façon de retranscrire des réalités. Une cape dans un design de briques de Lego, c'est pas la même chose qu'une cape dans un monde à la Fortnite. Enfin bref, il y a des enjeux d'interopérabilité qui sont aussi des enjeux techno. Et puis, il y a des enjeux de capacité technologique aussi et de calcul pour rendre tout ça faisable. La blockchain et du coup le Web 3, elle apporte cette colonne vertébrale qu'est la propriété et elle apporte aussi des facilités de paiement. En tout cas, elle permet de s'affranchir aujourd'hui des systèmes de paiement qu'on connaît via Facebook, via Google, via Apple. Elle permet de faire des paiements un petit peu différents, très rapides, très simples, et donc on pense qu'elle peut apporter beaucoup à ces mondes virtuels. Mais encore aujourd'hui, pour moi, associer nécessairement Web3 et monde virtuel et métavers, c'est un acte militant, c'est projeter une vision du monde sur cet avenir-là, c'est se dire que le métavers tel qu'on le connaîtra sera un métavers décentralisé où les gens sont en mesure de se coordonner sans un tiers de confiance, sont capables de décider collectivement des règles de l'univers dans lequel ils évoluent. Et ça, je suis pas persuadé que ça verra le jour si on ne se bat pas pour ça. Et c'est l'espèce de quête ultime qu'on a placée au cœur du projet 20 Mint, c'est de se dire que si y a collectivement une aspiration à créer ces mondes virtuels décentralisés, eh ben il faut dès maintenant
on commence à alimenter le débat public et à se demander comment ça peut se passer. Si suffit pas de décréter qu'il y aura un métavers national ou européen pour qu'on en définisse les contours, pour qu'on sache comment y parvenir et pour que ce métavers européen soit plus vertueux que ce que promet dans son coin Meta, Facebook, qui aura sans doute beaucoup de qualité, ou ce que fait déjà très bien Roblox. Roblox, vous avez un nombre d'utilisateurs dingues qui sont nos futurs lecteurs. Ils sont encore un peu jeunes pour beaucoup d'entre eux, même s'il y a de tout, mais enfin, une grosse partie de la population de Roblox est adolescente, voire préadolescente, et on sait qu'ils vont venir à nous demain. Il faut aussi, nous, en tant que médias, qu'on soit capable de leur apporter de l'information sous la forme qui leur sied le plus. Et s'ils ont pris des habitudes de consultation d'informations différentes de ce qu'on propose aujourd'hui avec notre journal papier, avec notre appli, avec notre site, il faut qu'on soit en mesure de réinventer cet avenir-là pour les médias. Ça, c'est un enjeu aussi hyper important pour 20 minutes, qui a plutôt très bien pris le tournant du Web 2. Donc, on va espérer faire presque aussi bien sur le Web 3. C'est notre combat. Eh ben, merci beaucoup à toi, Laurent. Bon, vous avez compris, désormais, vous n'êtes plus des has-beens, vous êtes complètement dans le coup. Si vous avez en plus pris un papier, un crayon pendant cette discussion, vous avez forcément appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a un discours très positif quand on t'entend, et sur les possibilités qu'ouvre cette révolution, ou ce changement de techno, ou cette ouverture de nouveaux mondes. Est-ce qu'on se baladera dans notre maison virtuelle pour explorer les souvenirs de notre famille? Est-ce que vous aurez bientôt, vous, un wallet avec des crypto-monnaies avec lesquelles vous achèterez des NFT, vous avez compris, uniques, juste à vous, des NFT, pourquoi pas de 20 minutes. En tout cas, vous avez compris que il est temps de lire 20 minutes, qui est disponible donc sur le site de 20 minutes, parce que vraiment, vous allez en apprendre beaucoup. Merci beaucoup une fois de plus à toi, Laurent. Un grand merci, Jérôme. À très vite. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.